de Chaplin vient du fait qu'une créature telle que l'être humain est vouée à la recherche du bonheur, et qu'il entreprenne de démontrer qu'après tout, et dans une certaine mesure, dans des conditions très éprouvantes, cet être est susceptible de bonheur. Keaton montre que ces conditions sont essentiellement celles de la vertu, ou de la conscience morale, par exemple du courage, de la tempérance, de la loyauté, d'une certaine disposition favorable du corps que Spinoza appelle la sagesse. Une aptitude à maintenir votre équilibre, quoi qu'il advienne, de vos projets à l'extérieur de vous. Et Chaplin montre que ces conditions sont celles de l'imagination libre, en particulier de l'imagination même du bonheur. Une aptitude à rassembler vos esprits, quoi qu'il puisse en être advenu à l'intérieur de vous. La logique du scepticisme exige principalement deux choses. Que l'on découvre que la connaissance échoue même dans les meilleurs des cas. Par exemple, quand il s'agit de savoir que je suis assis devant ma cheminée ou que 2 ou 3 égale 5. 2 plus 3 égale 5. Et que l'on découvre cet échec par des voies ouvertes à tout être humain normal, qu'il ne s'agisse pas d'une chose que seuls des experts pourraient connaître. Il suffit de vouloir savoir. La logique de la comédie, qui chez Keaton et chez Chaplin, de manière opposée, absorbe le scepticisme, exige que nous découvrions des aptitudes externes et internes à traiter des objets qui, même dans les pires des cas, réussissent, et ce grâce à une précision et à une beauté de la conduite qui sont en principe ouvertes à tout être humain normal. Il suffit de vouloir témoigner de l'affection. Le deuxième moment où il a été fait mention de mon travail se trouve dans l'intéressante réflexion d'Elliot Rubinstein sur Louis Buñuel. Lorsqu'il met en question la remarque d'Alain Robbe-Grillet, le cinéma ne connaît qu'un seul mode grammatical, le présent de l'indicatif. D'autres, ont y compris, se sont de fait interrogés sur ce qui signifiait le mot présent appliqué à des objets filmés. De façon intéressante, Rubinstein élargit ce souci à l'idée plus générale de mode indicatif et il caractérise Belle de jour, 1967, comme un film qui explore les possibilités de la caméra dans le domaine du subjonctif. Ce dont prend acte ici Rubinstein, ce n'est pas simplement la vérité générale, manifeste depuis les débuts du cinéma, que la caméra peut se prêter à la projection du fantasme aussi facilement qu'à celle de la réalité. Mais plus précisément, il note la découverte que des événements projetés sur l'écran nous demeurent intelligibles s'ils font alterner, même sans aucun des signaux conventionnels ou grammaticaux, en particulier sans que la bande son, le jeu des acteurs ou les manières de filmer soient modifiées, la représentation du réel et celle du fantasmatique, ou pourrait-on dire l'indicatif et le subjonctif. La thèse de Rubinstein va nettement plus loin que ce point minimal, intellectuel ou technique. Pour lui, la découverte réalisée par Buñuel dans Belle de jour constitue une réussite artistique majeure. En me fondant sur le souvenir qui me reste de ce film après une seule vision lointaine et en suivant les indications de la lecture qu'en propose Rubinstein, j'ai tendance à être plutôt d'accord avec lui. Mais j'ai commencé par dire cela de façon minimale pour souligner que découverte intellectuelle ou technique et réussite artistique ne se garantissent pas mutuellement. C'est à ce type d'évidence esthétique très primitive auquel il faut encore et toujours revenir quand on parle du moderne dans l'art, domaine où la réussite artistique semble être si souvent fonction d'une découverte intellectuelle ou technique. Un parfait exemple est fourni par le film d'Alain Robbe-Grillet, Trans-Europe Express, 1974. L'un des participants à la discussion l'a pris en gros comme une illustration du procédé dont nous en sommes en train de parler à propos de Belle de jour. La juxtaposition non signalée du réel. Et de quoi appeler cela l'imaginaire? On sent déjà qu'une telle distinction est en train de céder. Et ce devant quoi elle doit céder, c'est un ensemble d'idées que j'ai résumées dans la projection du monde en disant « c'est se faire une bien piètre idée du fantasme » que de se figurer que c'est un monde coupé de la réalité, un monde qui exhibe clairement son irréalité. Le fantasme est précisément ce avec quoi la réalité peut se confondre. Mais Trans-Europe Express est, à mon avis, une œuvre plus ou moins sans intérêt, et c'est pourquoi, d'un point de vue esthétique, il est impossible de prouver par une œuvre particulière qu'un procédé découvert dans cette œuvre a plus d'effet artistique que celui qui est produit par l'œuvre elle-même, ou un de ses fragments significatifs. Bien sûr, cette œuvre peut inspirer à un artiste plus doué ou différent l'idée d'explorer plus à fond les possibilités offertes par le procédé. Et bien sûr,
Nous ne devons pas supposer que nous savons déjà si ou de quelle manière les procédés en cause sont vraiment les mêmes. Alors dirons-nous que la supériorité de Belle de Jour n'est pas fonction d'un procédé quel qu'il soit, mais résulte plutôt de la présence de phénomènes tels que Catherine Deneuve, le travail d'opérateur de Sacha Vierny et le génie de Buñuel. Mais je pense que l'on ressent immédiatement qu'une telle alternative ne correspond pas à notre expérience du film, que le procédé en question est de fait partie intégrante de la réussite artistique du film, et qu'il faut rendre compte de phénomènes tels que l'actrice, la caméra et le metteur en scène, en déterminant comment le procédé se prête à eux, et réciproquement. J'aimerais dire, dans le film de Buñuel, le procédé a trouvé son sujet naturel, et donc si pour nous ce film est bien un chef-d'œuvre du moyen d'expression cinématographique, c'est que dans Belle de Jour, le cinéma a trouvé l'un de ses sujets essentiels. Quel est ce sujet? Buñuel dit, ou on lui fait dire, que c'est la nature masochiste des pulsions d'une femme. Rubinstein dit ou suggère que c'est l'équilibre entre sadisme et vie domestique bourgeoise. Comment pourrions-nous nous convaincre que ce sont là des réponses, et des bonnes réponses à la question que j'ai formulée? Je remarque qu'il existe un autre chef-d'œuvre du cinéma réalisé moins d'1 an avant Belle de Jour, qui emploie ce procédé des juxtapositions non signalées de la réalité avec quelque chose qui s'oppose à la réalité, et qui préserve leur équilibre, leur non-résolution jusqu'à la fin. Je veux parler de Persona, 1966, d'Ingmar Bergman. Et ce film a lui aussi pour sujet, si nous voulons employer ce mot, quelque chose qui concerne l'imagination d'une femme, ou d'une belle femme, ou peut-être de deux femmes. Ce qui, sans aucun doute, veut dire en partie la manière dont un homme s'imagine l'imagination des femmes, ou peut-être la pulsion irrésistible qui conduit un homme à imaginer l'imagination d'une femme. Plus particulièrement, ces deux films traitent de la signification ou des limites ou des conditions de l'identité féminine, et donc évidemment de l'identité humaine. Je ne cacherai pas qu'à mon sens, c'est l'une des obligations de la critique d'énoncer quel est exactement le sujet d'une œuvre. Qu'y a-t-il dans le cinéma qui se prête spécifiquement à un tel sujet? La validité et l'urgence d'une telle question sont pour moi ce qui justifie une discipline aussi solennelle que l'ontologie du cinéma. On pourrait admettre que deux autres films, qui sont à leur façon des chefs-d'œuvre, contribuent à notre effort pour préciser le sujet que nous cherchons à formuler. Vertigo, Sueur froide, 1958, Alfred Hitchcock, et It's a Wonderful Life, La vie est belle, 1946, de Frank Capra. La séquence clé du film de Capra est aussi subjonctive que possible pour un fragment de film. C'est la séquence où est exaucé le vœu de n'être jamais né. Et elle est filmée et jouée de façon normale, sans repère conventionnel, qui signalerait qu'elle est séparée du reste du film. Il est vrai que nous, en tant que spectateurs, n'avons aucun doute quant au déplacement du plan de la réalité, mais le personnage avec lequel nous nous identifions est torturé précisément par ce doute-là. C'est l'expression de doute de ce personnage sur lui-même, doute quant à la valeur de son existence. Et puisque cette valeur se définit explicitement en fonction de la différence que sa vie a constituée dans le monde, on peut dire que le doute porte sur son identité, ce qui apparaît clairement au moment le plus fort de cette séquence, lorsqu'il aborde avec angoisse successivement ses amis, sa mère, sa femme, pour leur demander violemment « Vous ne me reconnaissez donc pas? Dites-moi qui je suis ». Dans Vertigo, nous ne nous déplaçons pas exactement d'un lieu réel à un lieu projeté, mais le film nous fait partager la quête quasi hallucinatoire, quasi nécrophile, du héros dans le domaine du subjonctif, quête de la femme qu'il imagine morte. La confusion qui règne sur la question de savoir s'il y a une seule femme, ou deux, ou si une femme est vivante ou morte, suggère une confusion à l'intérieur de l'identité même du héros. Son existence se passe ailleurs que dans le monde que nous voyons. L'intérêt à la fois critique et théorique qu'il y a à examiner le procédé de juxtaposition des réalités, c'est de nous permettre de faire ce que doit faire toute lecture d'un film. Expliquer pourquoi les images sont ce qu'elles sont, dans l'ordre où elles sont, et par exemple dire ce qui motive les angles de prise de vue et les mouvements de la caméra. Les films d'Hitchcock et de Capra dont nous parlons ici font surgir de manière quasi obscène le pouvoir qu'a le cinéma de matérialiser et de satisfaire et donc de dématérialiser et de frustrer les désirs humains qui échappent à la satisfaction du monde tel qu'il est, tel qu'il sera peut-être toujours ou qu'il ne pourra jamais être en fait. Les désirs de qui? D'un personnage ou du spectateur?
Nous aimerions répondre, je pense, les deux, mais la justification de cette réponse exigera que l'on comprenne ce qu'est l'identification d'un spectateur au personnage projeté sur l'écran. Je pense qu'il n'est pas fortuit que l'acteur qui tient le rôle principal dans les deux films soit James Stewart, et qu'aussi bien Capra qu'Hitchcock voit dans le tempérament de Stewart, ce qui veut dire bien sûr voit dans ce qu'il advient de ce tempérament sur l'écran, dans sa photogenèse, une capacité à miser son identité sur son pouvoir de désirer, sur la capacité et la pureté de son imagination et de son désir, et pas sur son travail, ou sa position sociale, ou ses compétences, ou sa bonne mine, ou son intelligence. Appelons la qualité que projette Stewart son aptitude à la souffrance, qualité que Capra filme aussi dans Mr. Smith Goes to Washington, Monsieur Smith au Sénat 1939, et que John Ford a utilisé dans The Man Who Shot Liberty Valance, l'homme qui tua Liberty Valance 62. C'est ce qui l'autoriserait à se joindre à la compagnie des femmes qui, par la quête de leur identité, semblent avoir délimité les contours du sujet cinématographique que j'ai voulu définir. Alors appelons ce sujet l'identification ou l'habitation d'une zone féminine du moi, que ce moi soit celui d'un homme ou d'une femme. Il semble nécessaire de faire immédiatement une comparaison avec le film de Kenji Mizoguchi, Conte de la lune vague après la pluie. 1953, je n'ai pas l'impression de connaître suffisamment le tempérament ou l'environnement du héros de ce film pour tester ses possibilités d'ordre photogénétique, par exemple sa féminité. Mais je remarque que ce qu'il désire, en tout cas ce qu'il désire à la fin du film, ce n'est pas d'être transféré dans une demeure contraire à celle qu'il habite, mais qu'une figure particulière habite ou réhabite sa propre demeure. Il me semble que ce désir prend sa source non pas dans la femme, mais dans l'enfant qui est en lui. Ce désir se matérialise sous la forme d'une femme qui va et vient dans la pièce qui lui est familière, et cette apparition se produit à un moment où il est prostré sur le sol, et notre réaction à ce moment, ce n'est pas un cri qui se forme dans la gorge, mais une soudaine fêlure dans le cœur. Être humain, c'est posséder cette capacité de désirer ou prendre le risque de la posséder. Être humain, c'est désirer. Et en particulier, désirer une identité plus complète que celle que nous avons acquise jusqu'à présent. Et un tel désir peut projeter tout un monde contraire au monde que nous partageons jusqu'à présent avec autrui. C'est là une façon d'assumer la cause du romanesque shakespearien. S'il en est ainsi, il n'est pas surprenant qu'un procédé cinématographique qui exploite cette cause consiste à juxtaposer mode et humeur de la réalité dans son ensemble et à les dresser les uns contre les autres. Ainsi, à son tour, le romanesque partage avec le scepticisme la prise de conscience, selon les mots de Descartes, dans la première méditation, qu'il n'y a point d'indice concluant ni de marque assez certaine par où l'on puisse distinguer nettement la veille d'avec le sommeil. Descartes poursuit en disant que la conséquence de cette prise de conscience est que j'en suis tout étonné, et mon étonnement est tel qu'il est presque capable de me persuader que je dors. Dans le scepticisme aussi bien que dans le romanesque, la connaissance que vous pouvez appeler la conscience en général doit s'éteindre afin qu'une meilleure conscience puisse venir au jour. L'idée de mode et d'humeur de la réalité se transformant ensemble comme totalité, ou l'idée que les concepts de la conscience et du monde en tant que tels sont faits l'un pour l'autre, à l'image l'un de l'autre, est résumée dans la remarque que fait Wittgenstein vers la fin de son Tractatus. Le monde de l'homme heureux n'est pas le même que le monde de l'homme malheureux. Nous ajouterions à cette remarque que les deux mondes peuvent cohabiter à l'intérieur d'une même poitrine.